Bonjour, bon matin. Nous allons commencer. Alors, bienvenue au dévoilement de la quatrième mesure de l'étude Le virage commercial. Je m'appelle Marc Fortin et je suis le président du Conseil canadien du commerce de détail pour le Québec. Nous sommes très fiers, encore une fois, de nous joindre à une firme de calibre comme Léger, un partenaire de longue date du Conseil canadien. Léger dévoile, en partenariat avec LG2, l'étude Le virage commercial, la reprise. Cette quatrième mesure de l'étude est basée sur une série d'analyses portant sur les changements d'attitude et de comportement des consommateurs canadiens et québécois suite à la crise de la COVID-19. Des analyses menées au début de la crise, au cœur de la crise et lors du déconfinement et maintenant, un an après le début de la pandémie. Cette nouvelle mesure propose un suivi des comportements un an après le début de la crise et dresse un portrait unique de 6 nouveaux segments de consommateurs canadiens. D'ailleurs, on va vous demander dans quel segment vous pensez que vous vous retrouvez plus tard dans la présentation. L'étude répond notamment aux questions suivantes. Est-ce que les consommateurs ont conservé en totalité ou en partie leurs nouvelles habitudes de consommation adoptées durant la pandémie ou à l'inverse, ils sont retournés à leurs anciennes habitudes? Après un an, quels sont les impacts de la crise sur les critères de choix d'un commerce, le style de vie des consommateurs et leurs finances personnelles? Quels comportements de santé et sécurité risquent d'être permanents ou temporaires au-delà de l'assouplissement des règles et du retour à la normale? Ou encore, qui sont les nouveaux segments de consommateurs qui ont émergé avec la reprise économique et sociale? Un total de 61 comportements ont été évalués auprès de 4007 Canadiens, dont 2003 Québécois, entre le 12 et le 25 avril 2021. Cette étude tombe à souhait alors que la propagation de la pandémie ralentit et la vaccination atteint tranquillement les objectifs établis par les autorités, amenant ainsi les commerçants, évidemment, à préparer la relance de leurs entreprises. Pour le commerce de détail, la compréhension du consommateur est au cœur de nos préoccupations. Le Conseil canadien du commerce de détail est fier d'être partenaire et de supporter Léger pour ce projet important et plusieurs autres d'ailleurs. Tel mentionné plus tôt, aujourd'hui, nous dévoilons quelques résultats de cette quatrième mesure de l'étude. Vous pourrez d'ailleurs les consulter sur le site de Léger. Mieux encore, vous pouvez acheter l'ensemble de l'étude ou encore simplement cette dernière mesure sur la reprise en contactant Léger directement. Je vous donnerai les informations à la fin de la présentation. Préparez-vous, nous allons découvrir ensemble les grandes tendances à ce qui a trait au comportement du consommateur canadien. Lors de la période de questions-réponses, veuillez utiliser la boîte questions dans la plateforme afin de nous partager vos questions, qu'on puisse y répondre. On va garder un segment de 15 minutes pour répondre à vos questions après la présentation. Je tiens à vous mentionner que tous les participants sont sur sourdine ou mute, comme on aime dire, et ne peuvent partager leur caméra. Et oui, le webinaire est enregistré et sera envoyé aux participants par courriel après sa diffusion. Sans plus attendre, je cède la parole à Christian Bourque, vice-président exécutif chez Léger, et Jean-Sébastien Martel, directeur stratégie CLG2. Bon événement à tous, messieurs. Bonjour, merci Marc, merci d'être là encore une fois. Toujours un plaisir de partager l'antenne. Mon Dieu, on se sent quasiment comme à la télévision dans ces webinaires avec toi. Merci aussi à Jean-Sébastien d'être là avec nous. C'est 15 mois de collaboration entre Léger et LG2 pour en arriver aux résultats qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, très heureux de t'avoir avec nous. Je vous donne un bref rappel. Je vous donne un bref rappel de certains éléments et puis par la suite, on se lance dans le vif du sujet parce qu'on veut voir, ce qu'on veut partager avec vous aujourd'hui, c'est certains des résultats clés de l'étude. Marc faisait un bref rappel de la méthodologie il y a quelques instants. En fait, c'est notre quatrième mesure que l'on fait en ce moment. La dernière datait de l'été dernier et là, on se retrouve aujourd'hui à la reprise. Donc, une collecte de données qui s'est faite en pleine annonce de déconfinement de la part de nos gouvernements où on commençait déjà à voir que la campagne de vaccination allait bon train, qu'on allait rencontrer nos objectifs, comme Marc le mentionnait. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle cette vague-ci celle de la reprise, c'est-à-dire ce qu'on va vous décrire, c'est un peu la posture mentale des Québécois et des Canadiens au moment où on sort tranquillement de cette pandémie. Marc le mentionnait, c'est quand même une grande étude, plus de 4000 répondants à travers le Canada, collecte de données qui s'est fait à la fin avril, où on a plus de 105 variables, 60 qui sont très comportementales, qui ont trait à leurs habitudes, et 62 à leurs attitudes.
et comment ils entrevoient aussi cette vague de déconfinement et comment aussi ils entrevoient le retour à une vie sociale différente de celle qu'ils et elles ont vécue en pandémie. Mais c'est sûr, aujourd'hui, on a le temps de vous présenter que quelques résultats clés. Et ce qui va nous intéresser beaucoup, c'est justement cette segmentation-là qui nous permet de créer des archétypes de consommateurs au sortir de la crise. Ce qu'on trouve intéressant, c'est que pour beaucoup de consommateurs, ils ont l'impression d'avoir changé pour le mieux au travers de la pandémie. 53% de façon générale, 63% chez les 18-34. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'essentiellement, on ne regarde pas en arrière. On est maintenant une meilleure version de nous-mêmes, puis on veut continuer à être cette version-là. Ce qui veut dire que les marques vont devoir s'adapter grandement pour aider, c'est quoi, être une meilleure version de soi-même. Mais comme vous l'avez entendu, il y a 6 segments. Donc, il y a 6 définitions, il y a plusieurs définitions de ce que c'est être un meilleur soi-même. Ça va amener des défis opérationnels franchement intéressants pour les prochains mois, les prochaines années. Tout à fait. Pour aller encore plus loin, dans une autre étude qu'on réalise à toutes les 2 semaines depuis le début de la pandémie, un résultat qui va exactement dans le même sens. Quand on a posé la question, quand vous entendez retour à la normale, qu'est-ce que ça évoque pour vous? La majorité des Canadiens, la majorité des Québécois nous disent, mais pour moi, le retour à la normale, c'est une source d'anxiété. C'était même 68% chez les milléniaux et la génération Z qui nous disaient, pas sûr si je veux d'un retour à la normale. Moi, si j'étais une marque, ce terme-là, retour à la normale, je le bannirais de mon vocabulaire de toute façon parce que les gens ne veulent pas l'entendre. Plusieurs raisons expliquent possiblement pourquoi on ne souhaite pas ce retour à la normale. Certains ne veulent pas retourner au trafic qu'ils avaient avant, ne veulent pas retourner aux horaires fixes qu'ils connaissaient, ne veulent pas retourner, on en parlait tout à l'heure avant le webinaire, retourner faire des voyages d'affaires qui sont épuisants. Il y a toutes sortes de raisons qui font que notre vie d'avant, elle était anxiogène, elle était stressante. Est-ce qu'on veut vraiment y retourner? Un des facteurs importants là-dedans, c'est le télétravail. Quand on parle que retour à la normale est source d'anxiété, c'est qu'il y a 82% des télétravailleurs qui aiment travailler de la maison, du moins en partie. Et il y a 36% des employés canadiens en télétravail qui nous disent, si on me force à retourner 5 jours semaine au bureau, je vais me chercher un autre emploi. Donc, justement, qu'est-ce que ça veut dire pour un télétravailleur, le retour à la normale? Et qu'est-ce qu'il souhaite vraiment dans sa nouvelle vie? Chose certaine, ça va mettre beaucoup de pression sur les marques. Oui, c'est ça. Ça va mettre beaucoup de pression sur la marque employeur, sur les conditions de travail. Si vous voulez rester attractif comme organisation, je pense que vous allez avoir des bonnes conversations internes dans les prochaines semaines. Oui, tout à fait. Elles sont déjà entamées chez plusieurs, nous compris, effectivement, justement, pour s'adapter à cette nouvelle réalité-là. On vous présente 8 constats avant d'en arriver à notre segmentation. Le premier, et c'est un peu étonnant parce que souvent dans nos sondages, on va voir un clivage urbain-rural qui est relativement important. Mais quand il s'agit de comment on a vécu la pandémie et comment on souhaite s'en sortir, qu'on soit en ville, qu'on soit en région, il y a peu de différence dans les résultats. Et ça, pour nous, c'était un phénomène qui était quand même un peu étonnant parce qu'on le voit souvent, ce clivage-là. On le voit ici. J'ai envie de vivre au maximum et de compenser pour la vie que je n'ai pas vécue depuis un an. Le résultat est le même en ville ou en région. J'ai envie de reprendre ma vie exactement là où je l'ai laissée, 42% en ville, 43% en région. Pour moi, le contre-coup de la crise se feront sentir longtemps. Dans l'après-crise, c'est 31 en ville, 29 en région. Sur la plupart des métriques, les résultats se ressemblent beaucoup d'une région à l'autre du Québec. Donc, si la zone géographique n'a pas vraiment d'incidence sur la façon dont les gens se sentent par rapport à la pandémie, il y a un facteur qui est hyper déterminant, par contre, c'est l'impact que la pandémie a eu sur la situation financière des consommateurs, des citoyens. Ça, honnêtement, pardonnez-moi l'anglicisme, mais c'est un peu un game changer sur la façon dont on anticipe ce retour à la normale, et j'utilise les guillemets parce qu'on a déjà établi que la normale ne sera pas la normale, mais si vous voyez, plus la situation financière a été améliorée pendant la pandémie, plus on est optimiste. Des segments qui sont plus euphoriques actuellement, présentement, ben, ils ont une bonne situation financière, une bonne situation d'emploi, puis eux sont prêts à recommencer à vivre maintenant. Tandis que ceux qui ont subi les contre-coups, qui ont eu soit une perte d'emploi, des pertes financières, réduction des heures de travail, ben on voit que ça va être beaucoup plus tard, 2022, 2023, peut-être même jamais
de retour dans leur tête à une certaine normale. Donc, il y a besoin de se rebâtir une santé financière parce que grâce à cette option-là qui est l'argent, ils peuvent commencer à reconstruire leur définition de la normalité. Mais vraiment, ce que ça amène comme impact, c'est qu'en tant qu'organisation, en tant qu'entreprise, on ne peut pas présumer d'un moment fixe dans le temps où tout redevient comme avant, mais il va falloir s'adapter selon la posture mentale de ces consommateurs cibles puis des différentes personnes qui les composent. Bien, effectivement. Ce qu'on entend souvent depuis l'annonce du déconfinement, ou ceux qu'on entend beaucoup parler d'espèces de frénésie, d'enthousiasme face à la crise, c'est ceux qui sont les mieux nantis. Mais il y a, c'est pas une majorité silencieuse, l'expression est peut-être pas la bonne, mais il y a un groupe de la société qui est quand même assez important, on va le voir tout à l'heure, pour qui il n'y a pas grand-chose de rose dans ce déconfinement, mis à part le fait de revoir sa famille, par exemple. Un autre constat important, c'est que la grande majorité des consommateurs vont continuer à se montrer prudents, autant dans leurs décisions d'achat, dans la gestion de leurs finances, même si leurs finances se sont améliorées durant la pandémie. Donc, le phénomène des années folles, on va peut-être le voir pendant quelques mois, mais en quelque part, les gens vont avoir autant la pédale sur l'accélérateur parce qu'ils vont être heureux de reprendre certaines de leurs activités sociales, mais il y a une pédale sur le frein aussi parce que pour la première fois, un événement dans leur vie les ont mis à risque, leur ont fait prendre conscience qu'ils étaient peut-être, eux et elles aussi, vulnérables durant cette période-là. 87 nous ont dit la crise m'a fait réaliser que nous ne sommes pas à l'abri des imprévus. Ça, pour les institutions financières, c'est comment est-ce que je peux aider mon client justement pour lui construire un portefeuille d'épargne qui le mette à l'abri ou qu'il ait le sentiment qu'il est à l'abri. Et ça, c'est un signe aussi d'une prudence à venir chez les consommateurs. J'essaie d'économiser et de réduire les dépenses non essentielles. Les gens vont faire des choix. Il y a des marques qui tout d'un coup vont devenir non essentielles dans leur vie et il y en a qui vont devenir encore plus essentielles. Peut-être qu'on va vouloir investir plus dans les loisirs justement pour trouver un meilleur équilibre vie-travail, mais on investira moins peut-être dans certains types de vêtements qu'on verra moins après la pandémie. Il y a toutes sortes de décisions que les gens vont devoir prendre pour sauver ici, pour dépenser ailleurs. Donc, de quel côté de l'équation vous allez vous trouver? Ça, ce n'est pas si évident que ça à savoir. 72 disent « Je ne souhaite pas dépenser les économies faites pendant la pandémie ». Encore une fois, cette espèce de petit bas de laine relié à une crise, c'est peut-être une nouvelle tendance, un nouveau phénomène où les gens vont tenter d'augmenter un peu leur épargne suite à cette pandémie-là. Ce qui est intéressant dans ceux qui ne souhaitent pas dépenser les économies, ce n'est pas nécessairement des segments qui ont été impactés négativement par la pandémie. Il y a des segments qui ont une bonne situation financière, mais devant le risque de l'imprévu, sont plus défensifs dans leur comportement. Mais s'ils ne souhaitent pas dépenser, ils sont quand même prêts à investir sur leur mieux-être. Donc, ça change comment on apporte ou on positionne notre produit, notre service. Puis, si on parle de dépenses, d'investissement, de comportement de consommation, où est-ce qu'ils vont le faire? Bien, j'ai des mauvaises nouvelles pour ceux qui ne voulaient pas investir sur leur commerce en ligne parce que le commerce en ligne, ça va continuer. Ce n'est pas une tendance passagère. Les gens y ont goûté, ils ont aimé ça. Maintenant, la question, c'est dans quelle proportion ça va se poursuivre. Ce qui est franchement intéressant, c'est ce qu'on voit, c'est que les comportements numériques, nécessairement, plus on a avancé dans la crise, plus ils se sont accélérés, plus il y en a eu. Si au début, c'était un comportement peut-être plus de protection par rapport à la situation sanitaire, je pense que plus on a avancé, plus on s'est rendu compte que ça apportait de la flexibilité, des options, puis on est rendu à un point où pratiquement les 3/4 des consommateurs ont adopté des nouveaux comportements en ligne, ou en ont fait même plus souvent. Donc, on y a goûté. Ça a été intéressant, ça nous a offert des options. Puis dans plusieurs types de catégories, ce qu'on voit, c'est que il y a une redéfinition du parcours consommateur, de l'expérience client. Il y a des barrières perceptuelles qui sont tombées dans plusieurs catégories. Je pense par exemple, si on regarde la colonne de droite, la consultation à distance, que ce soit de professionnels de la santé, de conseillers financiers, de tout autre type de professionnels, ou encore de gens qui vont nous conseiller dans des achats de consommation. On avait peut-être l'impression avant la pandémie que c'était pas possible de réellement établir un contact de proximité, de confiance, de qualité au travers d'un écran. Puis bon, après 15 mois, 16 mois de pandémie, on se rend compte que
ben, ça se peut, c'est facile. Donc, on est à un moment où le bénéfice, la flexibilité offerte par les solutions en ligne sont fortement avantagées puis gagnantes dans l'esprit de beaucoup de consommateurs par rapport, appelons ça, aux désavantages. D'accord, on se rencontre pas en personne, mais je viens de sauver 1 heure aller, 1 heure revenir, puis j'ai été capable d'aller chercher le petit à la garderie, puis après ça, aller faire 2-3 courses. Beaucoup plus de flexibilité. Même dans le cas de l'épicerie, avant la pandémie, il y a quoi, 4-5 % des consommateurs qui faisaient l'épicerie en ligne. On est monté à 25 % qui le faisaient de façon occasionnelle ou qui ont même l'intention de poursuivre. C'est énorme comme chiffre. Donc, le parcours consommateur basé sur le numérique, c'est pas une option. C'est une nécessité. Puis il y a même des segments pour qui ça va être crucial, sinon ils ne vous considéreront même pas. Il y a des opportunités intéressantes aussi, Jean-Sébastien. Le marketing de contenu, ça ne date pas d'hier, ça existe, mais si on jumelle cette tendance-là à vouloir en faire plus par nous-mêmes en ligne, combiné à ça aussi, il y a une tendance vers le do-it-yourself, le DIY, qui est assez forte. On l'avait vu durant la vague 3 aussi de l'étude, puis on le voit encore cette fois-ci dans les résultats détaillés. Et on a un collègue de Google, Marc va s'en souvenir aussi, il nous le présentait la semaine dernière. Dans plusieurs secteurs clés du commerce de détail, le nombre de requêtes sur les fameux how-to sur Google ou YouTube, les fameux comment faire, il y a des augmentations de 200 à 300 % du nombre de requêtes depuis le début de la pandémie. Donc, ce sont tous des opportunités aussi pour faire valoir la qualité de ses produits, comment les utiliser, comment optimiser l'utilisation de son produit. Donc, il y a aussi beaucoup d'opportunités pour des marques de se faire valoir auprès des consommateurs par ces moyens numériques-là aussi qui deviennent peut-être de plus en plus intéressants au sortir de la pandémie. L'achat local. Il faut que ça devienne un plaisir de consommer local et non pas une obligation. Le phénomène qu'on observe, puis je sais qu'il y en a qui aimeront peut-être pas ce chiffre-là, mais je vais commencer par celui du bas. Il y a 30 % des consommateurs, c'est encore plus élevé chez la génération Y et la génération Z, qui dit « Je commence un peu à en avoir assez entendu parler là, de l'achat local. » Peut-être parce qu'on ne l'a pas positionné au bon endroit. C'est-à-dire, si on veut que les gens, que cette volonté-là, parce qu'il y a quand même le 3/4 des gens qui veulent faire un effort conscient d'acheter plus de produits locaux, il va falloir définir, on le fait pourquoi. Au début de la pandémie, il y a eu une réaction un peu protectionniste qui s'explique très bien. On avait peur que notre économie s'effondre à un certain moment donné. On est de retour dans une situation de pénurie d'emploi et on n'est même pas totalement sorti de la pandémie aujourd'hui. Un peu avant Noël, dans une autre étude qu'on faisait, l'étude bleue, près de 3/4 des consommateurs disaient, ben, j'ai acheté local pour essayer de sauver des jobs. C'était un peu comme ça qu'on voyait l'achat local, mais on n'est plus là maintenant. Au sortir de cette crise-là, il faut leur donner des raisons d'avoir un plaisir à acheter local parce que c'est un meilleur produit, parce qu'il est fait ici, parce qu'il me permet de réduire mon empreinte de carbone. Il faut donc donner du contenu à ce que ça veut dire l'achat local pour leur rendre une volonté encore une fois, qui fait plaisir, qui réconforte le consommateur et non pas lui faire sentir qu'il doit faire son devoir de citoyen en achetant un produit local. Puis il y a des segments qui sont plus fortement teintés par le désir de faire partie d'une tendance. Donc, il y a quelque chose qui se passe présentement, il faut que je le fasse pour être comme les autres. Je ne veux pas stéréotyper, mais si on pense au segment de consommation un petit peu plus jeune, bien nécessairement, si c'est tendance, je le fais. Mais là, ça fait 1 an et demi qu'on le fait. Est-ce que c'est encore tendance? Donc, comment est-ce qu'on fait passer l'achat local de tendance à comportement ou à habitude pérenne? Ça va être un bon défi de se poser. Je pense que Christian a amené des pistes intéressantes sur le plaisir, mais selon comment on positionne ou dans quelle catégorie on est, bien, il faut s'assurer que le bénéfice peut être réel pour plus qu'une période de temps qui est écoulée, qui est figée. Tout à fait. Alors que les gens retournent en magasin aussi, est-ce que ma façon de mettre en valeur mes produits québécois correspond à ce que les gens souhaitent, ce que les gens veulent? Parce qu'il faut se souvenir, là, il y a les 3/4 des consommateurs qui disent souvent c'est difficile de trouver des produits locaux en magasin. Donc, est-ce que mon marchandisage, tout ce qui est affichage en magasin, est-ce que ça correspond à ce que les gens veulent, puis aux recherches qu'ils vont faire quand ils vont arriver dans mon commerce? Maintenant que les gens retournent de façon importante dans leurs commerces locaux, mais aussi dans leurs centres commerciaux, effectivement. Bien, tant qu'à parler de retour en magasin, on n'a pas le choix d'aborder le sujet des habitudes sanitaires, de ce qui a été mis en place. Est-ce que ça va se poursuivre? Bien, nécessairement, ça fait quoi, 1 an et demi qu'on a
qu'on a une pratique de protection. Donc, il y a des comportements qui vont rester, ne serait-ce que de se laver les mains plusieurs fois par jour. On va voir plus tard aussi, il y a des segments pour qui les mesures sanitaires, c'est un facteur déterminant à savoir s'ils vous considèrent ou non. Donc, des mesures sanitaires qui sont en place, visibles, maintenues dans les commerces, ça va être important et à plus long terme qu'on peut penser pour convaincre les gens de se déplacer. On regarde aussi au niveau des méthodes de paiement. Payer en argent, c'est plus vraiment un comportement qui est désirable pour beaucoup de gens. Donc, le sans contact, ça va être nécessaire. Donc, essentiellement, plus on peut réduire le risque, plus ça va se poursuivre. Puis, vous savez, le comportement d'amener des enfants malades au bureau, là, des fois, il y a des gens qui font ça. Ben, si vous voulez être certain que vos collègues, ils vous aimeront pas, maintenant, c'est terminé. On a, je pense, acquis une sensibilité aux risques qu'on représente pour les autres et que les autres représentent pour nous sur la santé. Donc, nécessairement, on va peut-être plus aller vers une option où, au lieu d'amener les enfants malades au bureau, on va télétravailler à la maison avec eux. Oui. Même d'un point de vue, moi je suis sûr qu'on en a pour une génération d'ethnographes, de sociologues, de psychologues qui vont analyser un peu nos comportements au sortir de la crise, mais 43% des gens disent, une fois que la pandémie va être finie, conserver une distance de 2 mètres avec les étrangers, j'haïs pas trop ça. Donc, est-ce que certains de nos rituels aussi, des façons dont on va cohabiter ensemble vont être changés? La poignée de main, est-ce que ça va revenir comme avant? Il y en a qui disaient même, faire la bise, est-ce que c'est quelque chose qui va un peu disparaître aussi de nos habitudes? Il faut se poser la question parce qu'encore une fois, il y a des gens qui se sont un peu réconfortés aussi dans ces nouveaux comportements-là qui leur permettaient de garder une distance peut-être confortable avec les étrangers. On verra. Septième grand constat, je pense que les constats 7 et les constats 8 que Jean-Sébastien va vous présenter tout à l'heure sont extrêmement importants. La quête de l'équilibre et du bien-être, c'est devenu un peu la grande quête de l'être humain aujourd'hui au sortir de cette pandémie. C'est effectivement une tendance qui existait auparavant, mais la pandémie a mis le pied sur l'accélérateur de cette tendance lourde-là. Et de plus en plus, les gens vont vouloir évaluer comment quelque chose dans leur vie est un irritant ou contribue à leur équilibre de vie. Et c'est un peu comme ça va être le filtre qu'ils vont mettre sur l'ensemble de leurs activités. Et ça va un peu redéfinir aussi leur relation à l'espace, leur relation avec le travail, leur relation avec les autres et tout ce qui s'ensuit. 86% des gens nous disent « Je me soucie davantage de mon confort et de mon bien-être à la maison ». Je ne m'attends pas à ce que les prix redescendent très rapidement dans les centres de rénovation parce qu'on va vouloir toujours investir dans cette quête de confort-là, de recherche de la plénitude, zénitude qu'on a chez soi. 65%, je trouve que j'ai plus le temps pour moi et du temps ou plus de temps qu'avant la crise. Certains ont redécouvert la lecture, d'autres ont commencé à faire leur pain, d'autres ont agrandi les jardins et tout ça contribue à cet nouvel équilibre de vie-là qu'on veut conserver. 55 dit « J'ai amélioré mon espace de vie extérieur pour y passer plus de temps ». Quand vous pensez là, que l'achat de semences a triplé depuis le début de la pandémie, ça m'étonnerait qu'on retourne à une croissance zéro l'année prochaine parce qu'encore une fois, c'est venu apporter cet élément-là de recherche de la plénitude aussi dans notre vie quotidienne. 38%, j'ai fait des rénovations qui n'étaient pas prévues avant la crise. Bon, on voit que ça a donné aussi, ça a fait place à de l'inflation dans ce secteur d'activité-là, mais c'était toujours dans le même phénomène, c'est-à-dire qu'on redécouvrait notre espace à nous qui n'était pas notre espace de travail ou notre espace professionnel. 80% dit « Je suis ouvert à des nouvelles façons de prendre soin de ma personne ». 74 dit « Du côté vestimentaire, le mou me convient très bien, si vous me permettez l'expression ». 71% se préoccupent plus de leur santé qu'avant et 65 disent prioriser davantage une apparence plus simple, plus naturelle. Moi, je pensais beaucoup, je ne suis pas dans une agence créative, tu peux me contredire, Jean-Sébastien, si tu le souhaites, mais tous les visages qu'on va mettre dans nos publicités et toutes les mises en scène vont devoir miser sur le fait qu'en ce moment, les gens sont dans un espace confort, moins dans un espace performance, peut-être moins dans un espace aussi de grand luxe. Donc, ce qu'on va vouloir voir, c'est le reflet de ce qu'on recherche dans sa propre vie. Donc, il va falloir en tenir compte effectivement aussi. Donc, le casual wear l'emporte et risque de demeurer pendant certainement un bout de temps.
Oui, je suis d'accord avec toi. Donc, tu pourrais peut-être être dans une agence créative, ne doute pas de tes capacités. Mais quand tu mentionnes l'idée de performance, tu sais, avant la pandémie, il y avait pratiquement la performance de la relaxation, du bien-être. Tu avais les applications, tu avais ton Apple Watch, il fallait que tu aies de la donnée pour savoir à quel point tu te relaxes. Donc, ça crée de l'anxiété qui était, en bon québécois, defeats the purpose. Mais on va voir beaucoup, outre un segment bien précis, on est moins en quête d'excès actuellement dans ce qu'on voit, ne serait-ce que l'excès de prendre soin de soi si on veut aller sur ce territoire-là. Fait que oui, ça va changer beaucoup comment on positionne en termes de publicité. La proposition de valeur des marques, quel genre de scénario on va montrer, quel genre de bénéfices on met de l'avant, comment on décide de faire notre communication, la tonalité, etc. Fait que beaucoup de questions intéressantes là, pour les gens de marketing communication dans les mois à venir. Pour aller dans le même sens, avant la crise, le yoga était plus suffisant. Ça prenait le hot yoga pour être encore plus performant dans son, dans son yoga. Désolé, je ne voulais pas t'interrompre non plus. Ben, écoute, toujours heureux de parler de hot yoga. Mais pour moi, une des choses qui va changer drastiquement, puis Christian, tu faisais allusion à ce constat-là, c'est la notion d'ultra-flexibilité. Vraiment, un des mots-clés de l'année qui s'en vient, là, c'est le décloisonnement. L'idée de quand je veux, où je veux, j'ai pas besoin d'être présent physiquement dans un lieu pour accomplir une tâche, que ce soit professionnelle ou personnelle. Bref, le paradigme là, de pré-pandémie, de je dois me déplacer pour accomplir quelque chose, a vraiment changé. On en parlait tout à l'heure, le télétravail, beaucoup de gens qui l'ont fait. Il y a 60% de la population qui a fait du télétravail depuis le début de la pandémie. Puis beaucoup qui ont l'intention de continuer à le faire. Voyez ça un peu comme l'idée où si avant notre vie personnelle s'adaptait à notre vie professionnelle, ben, il y a une inversion de tendance qui est en train de se faire. La vie professionnelle doit s'adapter à la vie personnelle. La fameuse conciliation travail-famille, ben, ça gagne en importance. On cherche l'équilibre. Donc, si on parle en termes de marque employeur, ben, évidemment, on n'a pas le choix de considérer un mode hybride. On n'a pas le choix de revoir nos façons de faire, nos processus, notre promesse employée pour être attractive. Le comportement du digital nomadism, donc le fait de pouvoir aller travailler dans une autre ville, ça va être en expansion aussi. Mais si on parle en tant que consommateur, ben, faire ses courses, consulter des professionnels à distance, économiser du temps, économiser des irritants, aussi éviter des irritants par le numérique, ça a grandement gagné en considération et ça va devenir un levier d'expérience client excessivement puissant. Vous êtes en mesure d'offrir ce que beaucoup de consommateurs cherchent, c'est-à-dire du bien-être. Donc, nécessairement, plus vous adaptez votre expérience client en fonction de ça, plus vous donnez une proposition de valeur qui est attractive. Tout à fait, tout à fait. On en arrive à notre segmentation. Le processus de segmentation, c'est relativement simple et compliqué à la fois. C'est-à-dire maintenant, avec les outils de machine learning, ce qu'on fait, c'est qu'on soumet l'ensemble des résultats de l'étude et on va essayer de créer des groupes, des archétypes où les gens dans un segment entre eux se ressemblent le plus et sont le plus différents statistiquement des autres segments. Mais ce qui veut dire aussi en même temps, c'est qu'une personne peut être à 90%, par exemple, un confortable et être à 10% un euphorique aussi. Donc, l'appartenance au segment, elle n'est pas totale, mais vous allez le voir. Puis je vais vous demander même dans le chat, au fur et à mesure qu'on va décrire nos segments, allez écrire dans quel segment vous trouvez personnellement à la suite de cette description-là. Vous allez le voir, vous allez vous reconnaître, puis vous allez aussi reconnaître des gens autour de vous. Donc, on a créé 6 grands segments, de l'euphorique jusqu'à l'abattu. Et maintenant, on va se rendre dans la définition de chacun de ces segments-là. Si je peux ajouter, je sais que les gens qui nous écoutent ont déjà des cibles, des segments, des personas avec lesquels ils travaillent à l'intérieur de leur commerce. Voyez les 6 segments qu'on vous propose aujourd'hui comme des fils traditionnels qui vont vous aider à prendre des décisions par rapport aux actions que vous allez devoir poser. Donc, vous allez reconnaître des affinités entre ces 6 segments consommateurs-là puis vos propres cibles. En fonction des leviers qu'on identifiera pour y venir bonifier vos cibles, vos personas pour être encore plus pertinents pour elles. Tout à fait. Commençons donc par notre euphorique. Ils sont un peu sur un spectre, nos segments aussi. Vous allez voir pourquoi dans quelques instants. L'euphorique, c'est 9% de la population canadienne. Eux sont en quête de dopamine, qu'on les appelle. Ce qu'ils veulent, c'est
recommencer à voyager, recommencer à retourner au restaurant. Aussitôt que des billets de spectacle vont être disponibles, ils vont se lancer sur ces billets-là pour faire partie de l'événement, pour vivre ces expériences-là à nouveau. Ils sont très optimistes face à la reprise. Et ce qui est intéressant aussi, c'est un segment qui a été très optimiste même durant la pandémie. C'est-à-dire qu'ils se sont lancés sur les planches à pagaie l'été dernier parce qu'ils pouvaient seulement voyager dans leur région, ou ils sont achetés des vêtements techniques à très fort prix parce qu'ils ont redécouvert la randonnée. Donc, c'est ce segment-là qui a beaucoup dépensé durant et qui va aussi beaucoup dépenser après la pandémie. C'est un segment de jeunes professionnels, surtout des universitaires qui gagnent plus de 100 000 $ par année. Ils sont un petit peu plus présents en Ontario, mais le Québec n'est pas en reste non plus. Donc, c'est un peu ce portrait ou cet archétype-là de celui qu'on entend beaucoup depuis les dernières semaines. Puis ce sont les visages qu'on a vus envahir aussi les terrasses dès qu'on a annoncé leur réouverture. Donc, voilà le profil de notre euphorie. Puis, comme c'est un segment qui est excessivement ancré dans la quête d'émotions fortes, ce segment-là, il vit dans le présent. Donc, hyper important si vous voulez avoir une chance avec lui. Pensez gratification instantanée, bénéfice immédiat, même si votre produit ou votre service vise le long terme. Par exemple, là, si ce que vous faites dans la vie, c'est vendre des REER, ben, parlez pas de la retraite. Parlez de comment aujourd'hui le comportement d'épargne l'aide maintenant. Ça va résonner avec lui. Il faut parler à son cœur versus à sa tête. Puis vraiment, la gratification instantanée, c'est une clé hyper importante pour venir le séduire. Il y a de l'argent, ça les brûle les doigts. Il y a besoin d'émotion maintenant. Tout à fait. S'il y a des euphoriques parmi nous, bien, vous pouvez prendre une photo de ce que vous voyez à l'écran puis le mettre sur votre Instagram. C'est aussi un comportement qui est très présent dans ce segment-là. Si on va maintenant à notre deuxième segment, qui est notre confortable. Le confortable, lui, est plus important au niveau de la population générale. C'est 21 % des Canadiens. C'est dans les mêmes proportions au Québec, même un petit peu plus élevé au Québec, où ce qu'on recherche essentiellement, c'est tout ce nouvel équilibre de vie-là. Ils sont optimistes face à la reprise, vont quand même être prudents sur certains de leurs comportements, mais avant tout, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent maintenir leurs habitudes apprises durant la pandémie, sont en quête de zénitude, c'est le confort avant tout, c'est leur bulle à eux. Ils veulent aussi retourner faire des activités intéressantes, les restos, les sorties, etc. Mais ce qui les définit avant tout, c'est qu'eux sont à la recherche de cet équilibre-là et de cette flexibilité-là dans l'ensemble des domaines de leur vie. Qui ils sont? Bien, ce sont des universitaires qui ont des revenus plus élevés. Ils ont plus de 25 ans, donc génération Y, génération X, qui, en fait, eux, ce qu'ils recherchent, c'est un peu cette espèce de plénitude-là dans leur vie. Et eux, leur vie a changé nettement pour le mieux. Vous avez l'occasion de vous positionner en allié avec ce segment-là. Si vous l'aidez à optimiser sa gestion quotidienne, lui, ce qu'il veut, c'est plus de temps pour lui, plus d'équilibre dans sa vie. Donc, si vous faites tomber des irritants sur le parcours d'achat, le parcours consommateur, la relation, c'est quelque chose qui va aller chercher. Des exemples simples, évidemment, dans le domaine de l'épicerie, cueillette, livraison, ça lui parle beaucoup. Si justement, puis il peut consulter à distance, éviter le trafic, ça va lui faire plaisir. Puis s'il n'y a pas le choix de se rendre en magasin, bien, réfléchissez à l'expérience en ligne. Pourquoi serait plus, l'expérience en commerce? Pourquoi me déplacer dans un magasin serait plus attrayant que de rester chez moi? Il faut qu'il y ait une réelle valeur ajoutée à aller physiquement sur un lieu. Puis ça peut le convaincre de sortir de chez lui où il est si bien. Oui. Donc, nos deux premiers segments, c'est eux qui avaient hâte au déconfinement, qui sont heureux, qui ont l'impression qu'ils vont rapidement tomber sur leurs pieds dans cette sortie de crise-là. Mais plus on évolue, plus il y a des enjeux face à cette reprise-là. Donc, segment 3, c'est le craintif. C'est quand même le quart de la population. Donc, ceux qui pensent que du jour au lendemain, on va oublier que la pandémie est là, qu'il y a des risques à notre santé dans notre société et tout le reste, c'est pas nécessairement vrai. Ce 24 % de la population quotidienne ont été profondément marqués par la COVID-19. Ils veulent éviter encore les contacts humains. Ils n'auront pas de sitôt. Ils vont retrouver leur famille, mais des étrangers un peu moins. Ils vont prendre leur temps pour sortir de la crise. Eux, ils anticipent un retour à la normale en 2022, même certains d'entre eux en 2023. Donc, ils sont encore beaucoup dans un cadre de référence qui est en pandémie encore aujourd'hui. Souvent aussi, ce sont des personnes qui, effectivement, ont de nombreuses craintes qui sont reliées aussi à leur vie familiale. Dans ce segment-là, on retrouve
assez bien répartis dans les groupes d'âge, mais on trouve une pluralité de familles avec de jeunes enfants et on retrouve un petit peu plus de femmes que d'hommes, de personnes qui disent restons prudents. Donc, c'est peut-être ce qui définit le mieux ce segment-là. Donc, si vous voulez avoir une chance avec le segment craintif, je pense que vous comprenez que le contact de personne à personne, dans le fond physique, c'est pas une option qui leur parle. Un étranger ou quelqu'un qui peuvent éviter, ils vont l'éviter parce que c'est un synonyme de danger. Fait que nécessairement, le contact numérique devient une nécessité pour le segment craintif, même que si vous pouvez récompenser le contact, le comportement numérique du segment craintif, vous allez gagner beaucoup de points avec lui parce que c'est ça qu'il cherche. Donc, en récompensant le comportement qui, pour lui, réduit son anxiété, ben, nécessairement, vous gagnez 2 fois plus de points. Puis, si vous êtes le type d'entreprise pour lequel on n'a pas le choix de se déplacer dans un lieu physique, ben, le maintien des mesures sanitaires soit excessivement visible, les paniers désinfectés, se laver les mains en arrivant, puis que ce soit rigoureusement observé, ce sera crucial pour que le craintif mette les pieds chez vous. Tout à fait. Tout à fait. Notre segment 4, c'est l'inébranlable. C'est 13% de la population canadienne. Je vous dresse un profil relativement rapide. En grande majorité, c'est une personne qui est retraitée. Plus souvent au Québec et francophone, mais pour une simple raison, c'est que le Québec est démographiquement la province la plus vieille, si on veut, du Canada. Donc, ça explique pourquoi il est un peu surreprésenté au Québec. Lui, il a le moins possible changé ses habitudes durant la pandémie et au sortir de la pandémie, ne souhaite pas changer non plus ses habitudes. Il veut être essentiellement comme avant. Et lui, tous les changements, les bouleversements, la numérisation de nos vies, il a tenté un peu de les éviter aussi durant cette période-là. Ce qu'il recherche au sortir de la pandémie, c'est de revoir ses enfants et ses petits-enfants. Sinon, son optimisme est plutôt moyen durant pour cette sortie de crise-là. Et lui, dans le fond, c'est que si durant la pandémie, il vous a acheté des nouveaux souliers de course, mais que le Sport Expert était fermé, il ne s'est pas acheté de souliers. Mais donc, il a été peu affecté dans ses habitudes durant la pandémie et va continuer à être comme il était avant. Oui, ben, une des choses intéressantes sur l'inébranlable, c'est que pour 80% de ce segment-là, une des premières choses qu'on a envie de faire, c'est retourner dans un centre commercial rapidement. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que si ce segment-là ben, le segment va générer beaucoup de foot traffic dans les lieux de vente, la question, c'est comment vous pouvez utiliser votre empreinte physique pour capter l'attention de ces consommateurs-là qui vont choisir plutôt un coût rendu sur les lieux. C'est un segment d'habitude, c'est un segment de proximité puis de relation avec on va dire les représentants, les vendeurs, les commis, etc. Donc, comment est-ce qu'on peut lui donner un sentiment de business as usual, peut-être même un sentiment de retrouvailles avec ses vieilles habitudes? Comment on privilégie le contact traditionnel plutôt en personne, c'est-à-dire plutôt que le numérique? C'est des questions qu'il faut se poser si on veut maximiser notre inébranlable ou notre taux de pénétration avec ce segment-là. Effectivement. On arrive dans nos deux derniers segments où là, le paysage est un peu moins rose, effectivement, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour ceux qui font partie de ces deux segments-là. Le premier, c'est le débrouillard. C'est quand même près du quart de la population canadienne. Et eux, ce qu'ils cherchent, ils sont en quête de solutions. C'est ceux qui vivent un peu de paye en paye, qui ont besoin de moyens d'économiser. Boucler la fin de mois, c'est jamais facile. Leur taux d'endettement est un peu élevé pour leur capacité à rembourser. Ils ont souffert plus que les autres segments de la pandémie au niveau économique. Dans le fond, c'est ce 23 %-là, ce sont ceux qui avaient souvent des emplois un peu plus précaires, avec des revenus plus faibles quand on est entré en pandémie. Et cette précarité-là, ben, elle est encore là aujourd'hui. Sinon, elle s'est aggravée. On a tendance à trouver des gens dont les revenus sont de moins de 40 000 $. Ils sont plus présents en Alberta, qui a été très durement touché par la crise économique qui a accompagné la pandémie, alors qu'on les trouve un peu moins au Québec. Pour eux, le retour à la normale, ça va prendre du temps. Ils ont été heurtés, ils sont un peu une victime de cette pandémie-là d'un point de vue économique. Et c'est les gens qui recherchent le couponing, qui vont chercher des façons aussi ou qui vont trouver des solutions dans leur vie pour arriver à ce que tout le monde mange 3 repas par jour et qu'on se rende à la fin du mois sans s'endetter.
effectivement, si on regarde ce segment-là en particulier, ben lui est moins dans l'euphorie de retourner au théâtre parce qu'il n'en a peut-être pas les moyens. Donc, pour avoir du succès avec le débrouillard, si on est en mesure de réduire sa charge mentale, parce que c'est un segment qui est hyper stimulé à trouver des solutions, toujours en train d'essayer de sauver $1 à gauche ou droite, s'assurer qu'il prend les bonnes décisions dans cette situation qui a beaucoup de contraintes. Donc, réduire sa charge mentale, lui donner des options, faciliter sa prise de décision, mettre de l'avant le rapport qualité-prix ou même juste le prix, ça, c'est des choses qu'il va rechercher, les programmes de récompense, les offres promotionnelles, bref, tout ce qu'on peut faire pour faciliter tout ce qui touche la gestion de ses finances, nécessairement, ça va être très bienvenu pour le débrouillard. Oui, mais il faut dire durant la pandémie que les bannières à escompte n'ont pas souffert tant que ça non plus, parce que ce débrouillard-là a toujours été là et il va perdurer. Donc, il a besoin aussi de ces solutions-là. Et surtout, quand on est dans une phase maintenant où les gens de plus en plus craignent l'inflation, bien, ce segment-là risque d'être important aussi, justement parce qu'il va chercher à y trouver son compte malgré un contexte inflationniste possiblement dans les mois à venir. Notre dernier segment, c'est l'abattu. 10 de la population canadienne, c'est quand même pas négligeable. Pour lui, la vie ne sera plus jamais la même. Il a mal traversé cette pandémie-là. Il est pessimiste quand il pense à la sortie de la crise. Il a tendance à vivre seul, parfois en couple, un peu plus âgé, de 45 à 64 ans. Donc, pour lui, l'espoir est très peu là. C'est celui qui a le plus vécu d'inquiétude, de dépression, a manqué de sommeil durant la pandémie. En fait, c'est la principale victime de cette pandémie-là. Et là, il faut commencer à réfléchir aussi, comme Marc, comment on s'attaque à l'abattu. Mais moi, je dirais, il y a encore plus que ça pour nos législateurs, pour nos autorités gouvernementales. Est-ce qu'on peut laisser de côté 10 de la population canadienne? Il faut se poser la question. Non, clairement pas. Puis, on parlait de charge mentale pour le débrouillard il y a quelques instants. Évidemment, dans le cas de l'abattu, il y en a autant, mais ce qui est différent dans l'abattu, c'est que lui, il a vraiment l'impression qu'il ne peut plus rien faire. Donc, en tant que marque, si on est en mesure de lui redonner un sentiment de contrôle, célébrer chaque petite victoire, lui, c'est quelqu'un qu'il faut rebâtir morceau par morceau essentiellement. Donc, un exemple de petite victoire, sauver 5 $ sur son épicerie là, de la semaine, c'est une petite victoire, il faut le célébrer. Donc, tout ce qu'on est capable de faire, chaque petit geste qui peut lui donner un sentiment de contrôle, un sentiment de maîtrise de sa situation, ça va l'aider à s'en sortir. Évidemment, comme c'est un segment qui a été impacté négativement aussi au point de vue financier, il va être à la recherche d'offres promotionnelles pour lui donner un coup de pouce. Donc, comment on conjugue les deux, ça peut nous aider à avoir de la valeur pour un segment qui a l'impression qui est complètement, pardonnez-moi l'anglicisme, overwhelmed, dépassé par la situation. Oui. Et puis, si j'étais responsable de tout ce qui est la politique de responsabilité sociale de mon entreprise, si j'avais regardé du niveau philanthropique, toutes les causes qui misent sur l'exclusion sociale et sur la pauvreté étaient déjà en tendance un peu avant la pandémie, mais je pense aussi à la sortie de cette pandémie-là, un bon citoyen corporatif doit s'attarder à qu'est-ce que je peux faire moi de façon authentique, qu'est-ce que je peux faire moi pour cet abattu-là dans ma société. Clairement. La santé mentale, on n'a pas fini d'en entendre parler. C'est un sujet important, puis il y a plusieurs segments pour qui ça va être nécessaire et crucial. Donc, en conclusion, essentiellement, on l'a dit d'emblée, beaucoup de gens qui ont le goût de regarder en avant, pas en arrière. Ça les a amenés à se redéfinir, c'était quoi pour eux la vision d'un idéal. On a 6 segments qui ont des visions ou des états d'esprit qui sont différents. Donc, ça va amener les entreprises à devoir, puis les organisations, à se poser des questions. C'est quoi ma proposition de valeur au vu et au su de comment les consommateurs se sont transformés au cours de la pandémie, puis comment ils entrevoient le prochain mois ou les prochaines années. Ce ne sera pas le avant d'avant, donc on ne peut pas se replier sur les comportements qu'on a déjà eus. On doit anticiper, innover, optimiser ce qu'on fait en fonction des nouveaux comportements, des nouvelles habitudes qui se sont accélérées et qui vont poursuivre. Effectivement. C'est un peu pour ça qu'on a appelé notre 4e vague la reprise et non pas le retour à la normale.
parce qu'il n'existera pas, effectivement. Merci, Jean-Sébastien. Je pense qu'on va tout de suite se tourner vers Marc pour la période de questions-réponses. On a assez parlé, mais on a hâte aussi de voir et de répondre aux questions des auditeurs. On a quelques questions qui sont rentrées. Écoute, le temps passe vite, évidemment aussi. Mais je vais commencer par vous demander, messieurs, je vais commencer avec toi, Christian, puis ensuite toi, Jean-Sébastien. Lors de l'analyse des données, puis la revue un peu de ce qui ressortait, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris ou quelle est la chose qui vous a le plus surpris dans ce que vous avez vu au niveau des données, lorsque vous travaillez sur l'étude, Christian? Moi, je peux commencer. C'est notre fameux 53 qui nous disent « Je suis une meilleure personne aujourd'hui ». Et ça, il faut en prendre acte. Puis c'est de voir justement comment est-ce qu'on peut faire du pouce sur leurs nouvelles habitudes, leurs nouvelles façons de faire, et puis qu'on les adopte, nous, comme marque, plutôt que d'essayer d'y résister ou de leur dire « ça va revenir comme avant ». Donc, ces solutions d'avant-là aussi devraient plus faire partie de notre équation. Vraiment, il faut se tourner vers l'avant parce qu'effectivement, la majorité des Canadiens aiment mieux leur vie aujourd'hui que celle d'avant. Jean-Sébastien? De mon côté, je pense que dans les médias, il y a toujours une minorité très vocale, puis on a tendance à surestimer ou surévaluer la place qu'il prend. Quand on regarde un segment comme l'euphorique, celui qui a hyper hâte au déconfinement, représente juste 9 de la population. Donc, si on se fie juste à ce qu'on peut interpréter de ce qui est public, on peut avoir l'impression que tout le monde va se ruer en masse, puis on peut partir avec cette préconception-là, mais en tant qu'organisation, il faut savoir que ce ne sera pas le cas. Il faut s'ajuster aussi en conséquence. Je dirais que l'autre chose qui m'a surpris, la non-différence entre les villes puis les régions dans la posture mentale. Honnêtement, moi, ça m'a surpris parce que je pensais qu'on allait devoir travailler un peu plus, soit sur du ciblage, de la segmentation plus précise, mais non. C'est une question attitudinale, comportementale et non pas géographique. Fait que ça change les plans en fonction de ça. Donc, on regardait les 6 différents comportements, personnages. Il n'y a pas vraiment de différence parce que c'est une des questions ou deux des questions qui étaient rentrées par les gens. Entre urbain et rural, il n'y a pas vraiment de différence dans ce que vous avez vu. Pas de façon significative. Donc, ces profils-là existent un peu partout au Québec et même au Canada. Je dirais une troisième surprise aussi, c'est que sur l'ensemble des résultats, quand on compare le Québec avec le reste du Canada, qui est un concept qui n'existe pas à l'extérieur du Québec, non plus, on voit peu de différence entre le Québec et le reste du Canada. On va en voir certainement entre l'Ontario, la Colombie-Britannique et des fois avec le Québec, mais encore une fois, c'est des différences qui peuvent être statistiquement significatives, mais qui sont assez insignifiantes quand on le regarde de plus près. Ce qui fait que pour ceux qui ont des points de vente dans les différentes régions du Canada et tout ça, ces archétypes-là vont exister ici comme ils existent au Manitoba, comme ils existent en Colombie-Britannique. Puis je vois qu'on a beaucoup de confortables dans notre audience, donc la plupart des gens confortables. D'ailleurs, je pense qu'on est tous à peu près dans le même segment, fort probablement. Puis d'ailleurs, il y avait une question à ce niveau-là. On peut être tous confortables, mais ce serait le fun d'avoir un petit twist d'euphorique aussi à l'intérieur de ça. Ben oui. Mais encore une fois, c'est assez parlant parce que nous sommes probablement, j'imagine, beaucoup des professionnels de 25 à 50 quelques années, peut-être avec des revenus plus élevés que la moyenne, étant donné ce que l'on fait dans la vie tous et toutes. Donc, il est un peu normal qu'on soit surreprésenté chez les confortables aussi. Tout à fait. Ben écoutez, messieurs, Jean-Sébastien, je commence avec toi à ce moment-ci, puis on ira avec Christian après, mais parlons de l'attitude envers le retour à la normale, on faut qu'on l'enlève notre vocabulaire, je pense encore, et le télétravail. Les consommateurs sont habitués au télétravail, puis semblent en général stressés envers le retour anticipé. Fait que des mots comme bien-être, équilibre vont être beaucoup plus présents dans notre vocabulaire, puis je pense dans nos vies aussi en tant que consommateurs. Comment expliquez-vous ces sentiments? Puis qu'est-ce que vous anticipez au niveau du retour au travail? Ça se quoi? Quel va être l'impact sur les commerçants? Parce que si les gens ne retournent pas au travail, à quoi on peut s'attendre comme impact? On pense au centre-ville, que ce soit les magasins, les restaurants. J'étais au bureau travailler hier, j'étais au centre-ville, il n'y avait personne, il n'y avait pas grand monde.
j'étais me chercher à manger, le 3/4 des restaurants étaient fermés, il a fallu que je trouve un petit spot qui était ouvert. Donc, d'après vous, comment est-ce que vous voyez ça au niveau, comment vous expliquez les sentiments, puis est-ce que ça va rester? Puis, quel va être l'impact sur les commerçants? C'est une bonne question. Au début, c'est sûr qu'il y a une notion de mitigation de risque. Il y a des gens qui sont craintifs, puis on l'a vu, à retourner à avoir une expérience physique parce que pour eux, il y a encore ce risque-là. C'est pas l'expérience qu'ils voudraient avoir. Donc, il faut considérer que dans notre déploiement, notre façon de faire, il y a une séquence à adopter. Et maintenant, à savoir qu'est-ce qu'on doit faire sur place, mettons, pour les gens qui habituellement dépendent ce qu'on appelle du foot traffic, donc des gens qui passent naturellement là. Il y a deux choses. Essentiellement, il faut élever l'expérience en magasin sur place. Pourquoi j'irais me rendre? Puis encore plus, si j'ai pas à me déplacer 2 jours semaine, ben est-ce que j'ai quand même le goût de me déplacer dans votre commerce? Si oui, pourquoi? Puis sinon, ben est-ce que vous pouvez apporter votre commerce à moi? Puis ça, honnêtement, on parlait du comportement d'achat en ligne qui s'est accéléré et qui n'est pas prêt de ralentir. Ben, nécessairement, ça va amener une redéfinition. Ben, est-ce que j'ai besoin d'autant de pieds carrés? Est-ce que je suis autant dépendant du foot traffic ou est-ce que je peux exporter virtuellement mon concept? Ça va demander de revoir toute la logistique aussi au niveau de la livraison, travailler avec des distributeurs. Ce sera pas, c'est sûr que c'est un pivot dans la façon de faire. Maintenant, avec le télétravail hybride, comme on le disait tantôt, est-ce qu'on est en mesure d'offrir des solutions qui minimisent les irritants, soit du risque ou encore de la perte de temps? Je pense qu'il va y avoir un plus gros coup d'opportunité. Si tu me demandes de me déplacer, il va y avoir une bonne raison pour que je fasse l'effort pour me rendre. J'ai l'impression aussi, puis Marc, tu fais partie de groupe de travail aussi avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Si on prend l'exemple de Montréal, c'est sûr qu'il va y avoir toute une réflexion sur si je travaille à la maison de jour, ben il faut que je me réapproprie mon centre-ville le soir. Donc, tout ce qui est événementiel, tout ce qui est façon de revaloriser le fait de se déplacer au centre-ville le soir, parce qu'avant, on y allait le jour. Maintenant, on va peut-être y aller plus le soir. Deuxième façon aussi, quand on parle ça va être le règne un peu de la formule hybride là, pour le retour au travail, les gens vont vouloir se retrouver au bureau pour aller luncher ensemble. Mais si mon restaurant, c'est tout des tables à 2 ou des tables à 4, comme avant la pandémie, ben, est-ce que j'ai une formule de prix de groupe? Est-ce que j'ai des tables à 10, des tables à 12 pour que les rencontres d'équipe se fassent dans mon restaurant? Ça aussi, c'est une façon de revoir son modèle d'affaires parce que la relation au travail va être différente. Ben, il faut que mon resto soit différent pour les accueillir. Moi, je pense que le retour dans les centres-villes va se faire graduellement. Mais encore une fois, les gens vont vouloir rechercher l'équilibre entre est-ce que c'est travail au bureau 2 à 3 jours semaine, 2 jours à la maison. On va être dans ces eaux-là en termes de formule hybride. Mais je pense qu'il va falloir adapter lieu de vente, restaurant, puis aussi revaloriser les activités qu'on peut faire le soir au centre-ville, parce que si on passe 5 jours à la maison sur 5, ben on va avoir le goût de sortir aussi. Puis on le voit, tu fais allusion à la session la semaine passée qu'on avait avec DTL. Christian, on était toi, moi, Google et Nielsen. Puis Nielsen nous disait justement qu'il y avait eu une hausse drastique des ventes de cosmétiques, de déodorants, de condoms. Donc les gens veulent reprendre. Ah oui, graduellement. Des soirées, de plaisir, tout ça. On voit que ça repart évidemment beaucoup. Il y a une question ici qui nous dit, est-ce que vous avez pu mettre en comparaison les employeurs et les employés dans les résultats de sondage pour le télétravail, la flexibilité, etc.? Bien, on n'a pas posé de questions spécifiques aux employeurs dans le cadre de cette étude-ci. Donc, on regardait seulement qui ils étaient comme consommateurs. Donc, il serait intéressant de voir justement le pendant chez les employeurs, comment ils réagissent à cette forte demande-là au niveau des modèles hybrides. Et moi, je dirais, s'il y a un résultat sur lequel il devrait s'attarder, c'est que est-ce que vous prenez le risque de perdre potentiellement le tiers de vos talents alors qu'on en manque en ce moment au Québec en n'ayant pas la flexibilité qui vous est exigée? Oui. Mais écoutez, parlons finances pour un instant. Il semblerait que autant de Canadiens nous disent que leurs finances se sont améliorées que ceux qui nous disent que ça s'est détérioré. Je voyais les chiffres, c'est quand même assez similaire. Parlez-nous un peu de ce que vous anticipez d'une perspective financière,
Puis, quel pourrait être l'impact sur notre auditoire des commerçants, dans le fond, d'après vous? Christian, veux-tu commencer? Ensuite, Jean-Sébastien. Ben, très rapidement, il y a plusieurs études économiques qui l'ont démontré. C'est sûr que cette pandémie-là a creusé un peu l'écart, c'est-à-dire que notre classe moyenne s'est un peu effritée. Ceux qui allaient bien avant la pandémie vont encore mieux aujourd'hui, puis ceux qui allaient moins bien vont encore plus mal. Donc, effectivement, ça a causé un peu cet élastique-là au niveau du coût de la vie. C'est un peu étiré. Moi, je suis pas devin, je suis juste sondeur. C'est mieux pour tout le monde. Mais quand on demandait aux gens, à part la pandémie, c'est quoi l'enjeu de la prochaine campagne électorale fédérale? Ça va être l'inflation et le coût de la vie. Et je pense aussi que pour des marques, il faut en être conscient, c'est qu'il y a des segments assez importants de notre société pour qui boucler les fins de mois va être plus difficile dans un contexte d'inflation. Donc, ces gens-là vont avoir besoin d'aide, pas seulement de la part de nos législateurs, mais aussi en quête de solutions de la part des marques, là, comme Jean-Sébastien le mentionnait tout à l'heure aussi. Puis, même s'il y a un segment pour lequel la situation financière s'est améliorée, on le voyait, sont quand même prudents. Fait que la décision d'achat va peut-être être plus retenue, outre pour l'euphorique. Donc, essentiellement, ce qu'ils vont faire comme processus mental, c'est de se dire, OK, mais la dépense que je vais faire, est-ce qu'elle me procure réellement de la valeur? Est-ce qu'elle est alignée avec ce que je veux aller chercher comme soit protection ou encore comme bien-être? Donc, encore une fois, outre l'euphorique, l'impulsivité d'achat va changer. Donc, ce qu'on appelle les triggers aussi, les déclencheurs d'achat va évoluer dans ce sens-là. Puis pour ceux qui, malheureusement, ont vécu une situation plus difficile financièrement, ben nécessairement, Christian, tu y faisais allusion tantôt, tout ce qui est escompte, rabais, programme de loyauté, c'est des déclencheurs qui vont être hyper recherchés et qui vont devoir être mis de l'avant pour répondre à cette situation-là. Oui, puis pour poursuivre dans ce que tu mentionnes, je pense que on entre aussi dans l'ère du conseil ou de la valeur accordée au conseil, pas seulement en matière financière, mais tout ce qui est valeur ajoutée au niveau de guider le consommateur dans sa décision d'achat va prendre plus d'importance. Ce conseil-là, il peut être sur mon site web, comme il peut être aussi au téléphone ou ailleurs, mais je pense qu'on va accorder plus de valeur au conseil aussi dans les années à venir. Le temps passe très vite. On aurait besoin d'un peu plus de temps, mais je vais prendre une dernière question rapidement. Je vous laisse comme 15-20 secondes chacun pour répondre. Outre le numérique, selon vous, quel comportement a le plus changé et lequel ne va pas durer dans le temps d'ici 3 à 5 ans? C'est sûr que je pense que l'hygiène ou les mesures sanitaires ou encore le télétravail sont toutes des mesures, à part le numérique, qui ont fait des changements. Mais comment est-ce que tu vois ça, Christian? Puis ensuite, Jean-Sébastien. Bon, c'est sûr que sur le numérique, ça va demeurer. Je pense que ce qu'on va voir, c'est que les gens vont retourner en magasin. Moi, je suis loin d'être pessimiste pour le commerce de détail physique en tant que tel, mais sauf qu'on va devoir le moduler. Moi, je pense qu'il y a toute une section au centre de l'épicerie qui va s'en aller en ligne de plus en plus, alors que tout ce qui est le frais, ce qu'on doit sentir, toucher, tout ce qui est achat spontané, bien là, à ce moment-là, on doit investir massivement justement pour garder nos gens, pour qu'ils viennent nous visiter. Donc, c'est plus une modification qu'on va voir des espaces de vente parce que le numérique s'en ira pas, mais le physique va revenir. Moi, je pense que la recherche va être différente au niveau de ce qu'on va vouloir trouver en magasin comparativement à ce qu'on avait avant. Avant, notre magasin était quasiment notre entrepôt. Ça ne sera plus pareil dans l'avenir. Jean-Sébastien, rapidement, puis ensuite. Oui. Certainement, ce qui va changer beaucoup, c'est le rôle de l'omnicanal dans l'expérience consommateur. Donc, on est en quête de flexibilité. Les points de contact vont avoir des rôles, des missions différentes, puis chaque segment va avoir des attentes différentes. Donc, comment est-ce qu'on s'assure d'être pertinent, peu importe à quel moment on parle au consommateur dans l'expérience qu'on lui offre, puis ce qui risque d'arrêter ou de s'amoindrir. Moi, je suis pas inquiet qu'il va rester une portion au niveau de la mesure sanitaire. Ça va peut-être se réduire à mesure qu'on apprend à vivre avec le nouveau, mais il y a des choses qui vont rester. On a appris que c'était payant de ne pas être malade, donc ça, c'est sûr que ça va rester jusqu'à un certain pourcentage. Là. C'est sûr. Ben, écoutez, j'aurais voulu vous parler des achats locaux. Il y a des belles insights qui sont sortis. Je pense qu'il ne faut pas faire sentir les gens coupables ou les obliger. Je pense que les gens veulent faire la bonne chose, tout ça, mais on n'a plus beaucoup de temps. Là, donc, écoutez, on doit malheureusement terminer la période de questions ici. Merci à tout le monde pour vos questions et votre participation.
Merci à Christian, Jean-Sébastien d'avoir partagé certaines des informations de l'étude avec nous. Je vous rappelle que l'étude complète est à vendre et peut être achetée en contactant l'équipe des ventes de Léger. Il y a une adresse courriel qui est à l'écran au bas de la slide. Donc, vous pouvez contacter l'équipe des ventes de Léger pour acheter l'étude complète. Il y a beaucoup plus d'informations dans l'étude, évidemment. Puis finalement, merci à vous tous d'avoir pris le temps de vous joindre à nous. En espérant qu'on va tous se voir en présentiel bientôt, dans un avenir rapproché. Puis on vous souhaite une belle journée. Merci à vous tous. Merci. Oui.